Bonjour à tous, merci beaucoup pour la parole que vous m'offrez. Donc pourquoi avoir choisi ce thème? C'est que dans une journée consacrée à la transformation des groupes d'assurance, il apparaît que les nouvelles formes de concurrence que constituent les AssureTech posent une question. Est-ce qu'elles vont réellement révolutionner le secteur? Est-ce qu'elles sont une menace? Est-ce qu'elles contribuent à un vecteur ou un catalyseur de changement pour les acteurs traditionnels? Donc, pour commencer, il faudrait qu'on arrive à définir ce que c'est la SureTech. Parce que c'est ce phénomène sans précédent dont on parle, dont on voit beaucoup d'affiches dans l'actualité, et qui dure maintenant depuis 2012 aux États-Unis, depuis 2014 en Europe et en France en particulier. La SureTech, c'est quoi? Ce sont tous ces nouveaux acteurs qui éclosent, qui émergent, et qui utilisent la technologie comme un moyen de venir concurrencer les assureurs traditionnels sur tous leurs métiers, avec la volonté de venir les révolutionner, les disrupter, les challenger. Alors du coup, nous, assureurs traditionnels, et vous autres dans la salle également, comment on fait pour résister face à ça? Est-ce que c'est un vrai danger? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser et profiter? Le premier point que j'aurais envie de voir avec vous, c'est pourquoi on a cette éclosion et ce fourmillement, cette multiplication d'acteurs? Parce qu'en vérité, il ne s'est pas passé grand-chose dans l'assurance sur les 50 dernières années. D'ailleurs, j'en suis persuadé, quand vous dites dans les dîners que vous bossez dans l'assurance, vous passez souvent pour quelqu'un d'un peu terne. Ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, hormis des évolutions réglementaires, des évolutions sur les garanties, les produits, un peu d'informatisation. On n'a pas vu énormément d'acteurs. Alors, on a eu des gens qui ont pu changer ça, comme April, la Massif aussi, en 1960, vieille start-up qui a révolutionné l'IARD, mais sinon pas grand-chose. Alors, ce qui justifie l'arrivée de ces InsurTech, c'est une grande rupture qui conjugue 4 éléments majeurs. Premier élément, c'est la révolution numérique. Numérique et technologique. Maintenant, grâce au digital, vous pouvez à très faible coût parler et toucher n'importe quel client dans le monde. Vous pouvez remplacer le travail de 10 personnes par un robot, donc faire des économies d'échelle drastiques. Vous pouvez anticiper avec la data les besoins de vos clients et tout connaître sur eux, voire créer des nouvelles garanties et gérer en direct vos fonds propres, parce que vous êtes capable de gérer le risque en direct. Alors ça, c'est toute la question des télématiques embarquées, par exemple. Donc, première grande rupture. La deuxième grande rupture, c'est que les attentes des clients et des utilisateurs évoluent. Vous utilisez tous Google et compagnie, et vous êtes habitués à ces nouvelles expériences. Et vous constaterez tous que nous, assureurs, nous avons beaucoup du mal à vous donner le même niveau de satisfaction dans l'expérience utilisateur, tous autant qu'on soit. Donc ça crée un besoin. Troisième grand sujet, c'est aussi l'évolution des usages. Là où jadis, et traditionnellement, on détient sa voiture, son automobile, etc., on est davantage passé sur de l'économie de l'usage. Et donc, ça s'est créé des nouveaux risques, des nouveaux besoins, des nouvelles façons de consommer l'assurance. Ce à quoi il faut ajouter en plus la notion un peu de plateformisation, où on achète en package maintenant la voiture, le financement et l'assurance. Et ça, du coup, ça crée ces nouveaux besoins. Et enfin, le dernier sujet, c'est la question de l'abolition, ou en tout cas l'affaiblissement des barrières à l'entrée. On s'est tous protégés derrière l'agrément assurantiel. Regardez Alan qui a réussi à en avoir un, le premier depuis 1986, en 6 mois. On a aujourd'hui Sena également, qui est un acteur qui est en train de se développer et qui demande cet agrément. Donc même le régulateur, il a beau jeu de vouloir favoriser cette concurrence, et donc l'agrément n'est plus forcément l'espèce de barrière d'airain qu'on avait jadis. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un développement énorme de nouveaux acteurs. Alors, en lead, on a les États-Unis. Dans le monde, c'est à peu près 15 milliards de fonds levés depuis 2012. On a des géants qui sont nés. Je vous parle de Lemonade, par exemple, qui fait 2 milliards de market cap. On a des gens comme Oscar également qui sont énormes. En France, on a des levées globales qui sont aux alentours de 150, 180 millions d'euros depuis 2014, ce qui fait qu'on est quand même un petit acteur dans le monde, largement derrière les États-Unis et derrière la Chine. Pour autant, on a des très très belles technos et on n'a pas à en rougir. Ce qui est intéressant de voir aussi, et qui montre qu'on est sur un phénomène pérenne, c'est l'accélération des levées et c'est l'entrée aussi des GAFA
et leurs homologues chinois, les Batix, Alibaba, Beidou, Tencent et Xiaomi, sur ce marché. Oscar a été acheté en partie par Google. On a également Zhong'an, un nouveau assureur complètement 100% digital qui a été monté en JV par Alibaba, Tencent et Ping An, qui est le plus gros assureur complètement digital chinois. On a aussi des initiatives comme Amazon qui a monté en JV avec JP Morgan Haven, qui est une assurance santé pour les salariés de nouvelle génération. Donc ça montre bien la défiance aussi qu'il peut y avoir de la part des utilisateurs vis-à-vis des assureurs que nous sommes. Alors sur quoi ils se développent tous ces nouveaux acteurs? Essentiellement sur tout ce qui est produit, expérience client. C'est ce qu'il y a de plus palpable, c'est là que les besoins sont peut-être les plus forts également par rapport aux défis qu'on a pu voir. Et en gros, en France, on a 60% des acteurs qui se développent sur ce segment-là. Alors, sur des formats qui se veulent innovants, vous avez tous entendu parler, l'assurance à la demande, l'assurance collaborative, l'assurance low cost, l'assurance paramétrique, etc. J'en passe. À côté de ça, les 40% des acteurs, ils se positionnent plutôt comme des adjuvants sur la chaîne de valeur assurantielle, en voulant finalement apporter de la nouveauté sur la façon dont on tarifie, la façon dont on gère les claims, la façon dont on gère les clients, etc. Là, pareil, on a des grands acteurs qui se sont érigés, avec un champion français qu'il faut quand même mentionner, qui est Shift Technology. Alors pour les assureurs, ça veut dire quoi tout ça? On a une nouvelle forme de concurrence et surtout un impératif de se transformer. Parce que face aux attentes des clients ou des sociétaires, c'est comme vous voulez, les assureurs ils vont passer pour de poussiéreux ringards et ils vont avoir intérêt à se transformer pour s'adapter aux nouvelles exigences et aux nouveaux usages. Donc du coup, le défi pour les assureurs, c'est le deuxième grand point. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, les assureurs, par rapport à tout ça? C'est d'abord de protéger leurs actifs. Leurs actifs, c'est leurs clients, c'est leur franchise. Et ça, ils ont tout sauf envie de les faire subtiliser par les nouveaux entrants. Le deuxième grand sujet, c'est d'arriver à capter la valeur ajoutée qui est proposée par ces insurtech. Et ça, c'est difficile, parce que acheter, intégrer, c'est aussi oblitérer et c'est perdre la souplesse, c'est perdre la nouveauté des insurtech. Donc il faut arriver à capitaliser sans pour autant castrer dans l'œuf. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est les outils qui ont été mis en place par les grands assureurs. Premier type d'outil, et qui est peut-être le plus répandu, c'est le fonds corporate. À partir de 2015, face à l'émergence des acteurs, alors qu'ils sont là depuis 2014, on a les premiers assureurs qui montent leur fonds de corporate venture, dont l'objectif en fait est de prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans les insurtech, et bien souvent aussi dans des services en adjacence et connexes à l'assurance, sur la mobilité, la santé, etc. Et surtout d'arriver, en plus de la prise de participation financière, d'avoir une acculturation et d'arriver à importer le concept dans l'entreprise par une sorte de partenariat technique. Donc, ça éclot en 2015. On a AXA Venture qui naît. On a Maïf Avenir, pareil, 100 millions, donc des très gros porteurs. Et tout à l'avenant, en 2016, on a OpenCNP qui arrive, pareil, 100 millions. Allianz. En 2017, un seul acteur, Massif Innovation, 30 millions. Et en 2018, on a une dernière vague avec AG2R La Mondiale, excusez-moi, Innovation, Aviva et Société Générale qui créent leur propre fonds. Alors ça, c'est génial parce que ça booste vraiment les levées de fonds. Alors on n'est pas du tout sur les mêmes valorisations et sur les mêmes enveloppes que ce que l'on peut voir aux États-Unis. Pour autant, la logique, amorçage, série A, série B, etc., fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais il y a des limites. Ces limites, c'est les échecs. Et ça, aucun assureur présent dans cette salle, en général, ne fait de la pub sur ces échecs. Mais on sait tous ici qu'il y en a et que certaines startups disparaissent. Par ailleurs, les autres gros écueils, c'est que quand on dit corporate venture, ça veut dire une collaboration entre les startups acquises en partie et les grands groupes. Et celle-ci, elle est tout sauf facile. Elle est tout sauf facile parce qu'il y a un manque de focus souvent de la part des assureurs. Et surtout parce que le temps de la start-up, qui relève de l'éphémère en fait, puisqu'elle est contrainte par sa trésorerie, n'est pas du tout celui du grand groupe qui lui s'inscrit davantage dans le temps géologique.
Donc par rapport à ça, ce qu'il apparaît, c'est que là où l'acquisition était le premier vecteur ou le premier réflexe des groupes d'assurance, on voit davantage une collaboration qui se met en œuvre avec une relation fournisseur-client un peu plus pacifiée, un peu plus bordée. Je vais vous donner un exemple. Nous, chez la Massif, on collabore par exemple avec Testamento sur toute la partie finance épargne. KMS nous a aidé à monter tous nos outils d'après-vente sur la co-entreprise prévoyance avec Aesio. Et on utilise Shift sur la fraude. Donc on n'est pas actionnaire de ces entreprises, mais on peut très bien travailler avec. Ça, c'est ce qu'on voit aussi se développer chez les autres acteurs. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que beaucoup des acteurs qui ne sont pas sur la chaîne de valeur, mais qui sont sur des nouveaux produits, en fait, ils sont lourdement dépendants des assureurs. Parce qu'ils proposent ces nouveaux concepts à la demande, de collaboratif, etc. Mais derrière, en fait, ils ne sont que courtiers, bien souvent, des grands assureurs qui soit prennent une part au capital, soit utilisent un partenariat renforcé. Donc, à côté de cette première réponse, la deuxième réponse des grands groupes, et c'est très transformant, ça a été également les incubateurs. Alors, les incubateurs, on en a un peu moins sur le marché. Il y a Allianz qui a créé son accélérateur. Donc, incuber, c'est surtout sélectionner de manière thématique des startups très early stage, leur donner les moyens de se développer avec du coaching, des mises en relation, etc. Les autres incubateurs sont des incubateurs de place, essentiellement. On a le hub de la FEFA, pareil, même fonctionnement, et on a celui du French AssureTech, donc qui est à Niort, et qui est à l'initiative des grands assureurs mutualistes niortais, qui a été rejoint par quelques autres assureurs mutualistes. Là, le principe est le suivant, c'est d'arriver à capturer le plus en amont possible des startups early stage, en sachant bien qu'il y a un taux d'échec assez fort compte tenu du risque associé. Quand on prend ces deux solutions, on est essentiellement dans de l'innovation incrémentale, en fait. C'est-à-dire de l'amélioration de l'existant, puisque il est tout à fait normal de ne pas scier la branche sur laquelle on est assise, et c'est très difficile du coup pour les assureurs de réfléchir et de se mettre dans une position de rupture qui viendrait concurrencer directement leur métier historique. Alors il y en a quand même qui arrivent, avec un troisième outil encore plus révolutionnaire, c'est le Startup Studio. Le Startup Studio, c'est quoi? C'est un outil qui permet, en alliant capital et démarche d'innovation, d'industrialiser la création de start-up. À ce jour, il y a un acteur qui émerge, c'est Camet, monté par AXA, et qui a réussi à développer de nombreux concepts. À la Massif, on s'intéresse à ce type de démarche que l'on vient de lancer de manière très expérimentale à ce stade, mais si ça fonctionne, on espère bien pouvoir prolonger. Alors, par rapport à ces réponses, du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre ces assurtech, mais plutôt de la complémentarité. Et qu'on est davantage pour les assureurs dans une fonction d'externalisation de l'innovation. Alors ça veut dire quoi? Quels sont les scénarios qu'on peut entrevoir? Quels futurs prospectifs? Le premier, c'est de se dire que cet écosystème assureur-assurtech, il va permettre une évolution des assureurs dans la modernisation de leur modèle. Ils vont pouvoir se digitaliser, avoir des modèles beaucoup plus lean, beaucoup plus économes, dans une même magnitude de transformation que ce que l'on a pu observer avec l'informatique dans les années 80. Ça va être un mouvement continu, ça va se faire par acquisition-intégration, et ça va également davantage cliver les assureurs entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Certains y arrivent vite, à l'instar de la Parisienne qui a complètement transformé ce modèle en 3 ans. Je vais vous demander en quelques mots de conclure. Oui, très bien. En conclusion, alors, puisque je vais un peu shorter la fin, c'est que finalement l'assurtech, c'est un vecteur de mobilisation et de transformation pour les assureurs plus qu'une concurrence, et un enrichissement des niches qui sont délaissées par les grands assureurs. On est vraiment sur des partenariats gagnant-gagnant qu'il convient de continuer à développer. Et surtout, ces assureurs, c'est probablement un atout et peut-être la planche de salut pour les assureurs pour résister le jour où des nouveaux entrants pourraient arriver sur le secteur de l'assurance, à l'instar des GAFA, des Big Tech, ou du développement des écosystèmes de mobilité ou de santé dans lesquels l'assureur ne serait qu'un acteur parmi d'autres. Voilà, je vous remercie de votre écoute.